Bienvenue dans le 7e épisode du balado PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. As-tu fait les pour et les contre du système de santé privé versus le système de santé public pour la procréation assistée? C'est ce que Dave aurait fait différemment dans son parcours. Il nous en témoigne dans le dernier épisode. Aujourd'hui, on rencontre Audrey, une jeune maman passionnée qui a aussi traversé l'épreuve de l'infertilité. On parle aujourd'hui du syndrome des ovaires polykystiques, d'écouter son corps, de l'insémination artificielle et bien plus. Bonne écoute! Audrey est une jeune maman après un parcours en procréation médicalement assistée. Bienvenue Audrey! Merci. Donc, dis-moi, pour qu'on comprenne un peu plus ton parcours, quel a été le diagnostic qu'on t'a donné? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire, dans votre histoire? Ben, en fait, le diagnostic médical que j'ai eu, c'est au niveau du syndrome des ovaires polykystiques. Je l'ai reçu après plusieurs recherches, examens à l'hôpital de Sainte-Justine. Donc, ça, c'est ce qui ça a été nommé. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qu'on pense qui sont diagnostiquées avec le syndrome des ovaires polykystiques. Selon le Réseau canadien pour la santé des femmes, le syndrome des ovaires polykystiques pourrait atteindre entre 6 et 10% des femmes. Plusieurs symptômes sont associés au SPOC. Entre autres, des menstruations peu fréquentes ou irrégulières et même absentes, des saignements excessifs pendant les menstruations, de l'acné, une pilosité excessive, une perte de cheveux, une prise de poids, l'obésité, l'infertilité et j'en passe. Donc, si vous avez des inquiétudes ou vous voulez avoir plus d'informations, il est important de vous informer auprès d'un professionnel de la santé. Oui, effectivement. Puis c'est souvent, de ma compréhension du moins, c'est souvent justement lorsqu'on souhaite avoir un projet comme parent qu'on réalise là, que on a le syndrome des ovaires polykystiques. Avant, dans le fond, la conception, l'idée de le projet de conception d'un enfant, est-ce que ça avait des répercussions sur ta vie, le syndrome des ovaires polykystiques? C'est une bonne question. En fait, sans savoir que c'était ça, j'ai toujours su que j'avais quelque chose qui marchait pas. J'avais peu de menstruation, j'avais des cycles irréguliers, j'avais une certaine pilosité, donc une prise de poids. Donc pour moi, ça faisait... je savais en dedans de moi qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. J'avais passé des examens, mais c'était pas les bons pour découvrir que c'était le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il m'avait été proposé par mon médecin. Mais, fait que oui, ça avait un impact sur moi. Mais ce qui était plus difficile, c'est de pas savoir c'était quoi, là. Fait que ça a été comme un espèce de soulagement en même temps de pouvoir nommer ce que j'avais. J'ai demandé à tous les invités de nous identifier 4 mots qui représentent leur parcours, qui sont significatifs pour eux. Oui, ça serait quoi pour toi? Ouais, les 4 mots? Oui. Le premier, je te dirais spontanément, évidemment, l'espoir. J'ai aussi la résilience. Un mot qui englobe beaucoup, c'est les émotions. Puis, j'avais aussi le mot discrétion en tête. Oh! Est-ce que tu as envie d'élaborer un peu plus avec nous sur le choix de ces 4 mots? Oui, avec plaisir. Dans le fond, l'espoir, je pense que pour les personnes qui entament ce processus-là, je pense que c'est on souhaite avoir un enfant, tomber enceinte dès le début, même avant de commencer la procréation médicalement assistée. Donc, puis ça reste tout le long du parcours. Donc, l'espoir que les examens se passent bien, l'espoir qu'on trouve c'est quoi, donc, l'espoir de tomber enceinte, l'espoir de le garder. Donc, à chaque étape, il y a une parcelle d'espoir. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, le mot espoir. Pour résilience, je pense qu'on en a vraiment besoin de beaucoup. Puis je pense que moi, de mon côté, puis dans mon couple, ça nous a aidés. Donc oui, on était prêts à faire des démarches pour essayer de fonder une famille, mais on était résilients dans le sens que si jamais après nos efforts, ça fonctionnait pas, mais on se disait que notre vie, ça allait être autre chose.
Quoique maintenant, notre enfant, c'est toute notre vie. Mais si ça aurait été autre chose, je pense que c'était une façon aussi de pouvoir passer au travers, là. C'était peut-être un mécanisme aussi de défense, mais pour moi, c'était la résilience. Donc, puis, dans notre parcours, nous, je peux le nommer en fait, là, je sais pas si dans une de tes questions, mais nous, on a réussi à avoir notre fille avec l'insémination artificielle. Donc, mais tu sais, on n'était pas prêt, par exemple, à aller jusqu'en in vitro. Donc, le gouvernement avant on avait si je me trompe pas, je vais pas me tromper, là, je pense que c'était jusqu'à 6 à 10 fois qu'on pouvait essayer l'insémination. Mais après, ils nous proposaient justement la fécondation in vitro. Moi, personnellement, comme femme, je me sentais pas prête à aller là. Déjà, tout ce qui est traitement d'infertilité, c'est très invasif là, pour notre corps et tout, puis ça prend beaucoup de place dans l'esprit. Puis moi, j'étais pas prête à aller là. Ben peut-être que ça aurait pas fonctionné après les autres étapes, je peux pas savoir. Peut-être que je l'aurais fait, mais j'avais pas envie de... Je me sentais pas prête à aller jusque-là, là. Il y a différents types d'infertilité. Plusieurs protocoles également existent. Il est important d'en parler avec un professionnel et surtout en couple pour se respecter ses choix et savoir qu'effectivement, il peut y avoir des effets sur le corps de la femme, surtout qui reçoit les traitements hormonaux, mais chez l'homme également. Donc, soyez à l'écoute l'un de l'autre, mais surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Vous avez réussi après avec l'insémination artificielle, qui est une super belle nouvelle, puis qui est encore aujourd'hui défrayée. Là. On parle bien de l'acte d'insémination. Là. On sait que tout ce qui est médicament n'est pas couvert actuellement par le gouvernement, mais en soi, les soins, les traitements, là, il y a une partie qui l'est. Qui est encore possible, là. Est-ce que de mémoire, tu te souviens la facture finale, combien ça aurait pu te coûter? J'ai pas de mémoire là pour le coût total, mais je me souviens que sur mes assurances privées, quand j'atteins le maximum, je payais plus de différence et je l'avais atteint. Fait que je sais que c'était un grand montant. T'sais. Donc, pour tout au niveau des hormones, moi j'avais pris des hormones pour diminuer mon taux d'estrogène, justement. Mais aussi au niveau pour aider à l'ovulation. Donc, j'avais plusieurs choses, là. J'avais pris aussi la médication pour baisser mon taux d'insuline dans mon sang. Puis nous, on a eu besoin de 2 essais. On était chanceux après coup. Donc, pour que ça fonctionne. Puis, mais c'est cher. C'est très cher. Que ça soit pas faux, mais c'est préférable que ça soit planifié. Oui, dans un budget, dans un projet. Puis, chose certaine, c'est pas nécessairement le premier réflexe auquel on pense justement se mettre de l'argent de côté dans un projet familial, donc de conception. Là, on espère qu'on n'aura pas à demander des traitements, là, à aller vers des traitements médicaux. Mais en effet, c'est une réalité, une possibilité qui est là pour un couple sur 6. Là, ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'on se dit c'est quelque chose de supposément naturel. Donc, on pense que ça va se faire aussi rapidement. Puis, mais quand ça t'arrive puis que tu fais partie d'un couple sur 6, tu te rends compte que les démarches... ça peut être des longues démarches, puis effectivement, ça peut être des démarches coûteuses. Là. Du moment où est-ce qu'on a souhaité fonder une famille, puis le temps que notre enfant naisse, ça a pris 5 ans. Donc nous, on s'est laissé un bon 2 ans avant de débuter les démarches. Un peu comme dans le mot que je disais tantôt, c'était la résilience. On disait, on va attendre, on va voir. On voulait pas non plus être trop pressé. Puis c'est pas non plus facile pour le couple d'aller passer tous ces examens-là puis de ressentir cette pression-là. Donc, ça a pris pour nous, ça a été un bon 5 ans. Puis un mot aussi tantôt que j'avais nommé, c'était la discrétion. Moi, je suis pas une femme qui aime beaucoup parler de soi. Puis au niveau de la fertilité, puis je trouve que c'est tellement comme un jardin secret. Donc on n'en parlait pas. Mais moi, j'en parlais pas, surtout moi. Donc, il y a peu de personnes autour de mon réseau qui le savaient. Donc, toi qui étais au courant, par chance, ça m'a aidé de pouvoir le nommer, de le dire. Mais
j'avais pas envie d'avoir des questions. Déjà, c'était difficile à gérer pour moi. J'avais pas envie, même si les gens avaient des bonnes intentions, d'être questionnés, puis de sentir cette pression-là que, dans le fond, j'avais aucun pouvoir dessus. Mais maintenant, de dire que j'ai des problèmes de fertilité... J'ai eu des problèmes de fertilité, c'est beaucoup plus facile parce que c'est derrière moi. Pendant que je le vivais, c'était... Je voulais pas en parler, là, tu sais. Fait que... en tout cas, du moins... le moins possible. Un réflexe que plusieurs personnes ont, c'est de trouver des réponses à leurs questions via les internets. Puis, devant attendre 12 mois, et j'entends que vous avez commencé vos démarches après 2 ans dans votre situation. Mm-hmm. Ça fait longtemps se demander, se questionner, sans avoir vraiment de diagnostic ou de réponse claire à qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Ouais. De ton côté, Mm-hmm. est-ce que tu as eu ce même réflexe-là d'aller farfouiller les internets, essayer de comprendre ou de trouver des réponses à tes questions et de votre situation? Ouais, ben en fait, tu sais, j'ai regardé parce que je m'étais auto-diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques avec mes recherches. Puis comme j'ai pas tous les symptômes... ce qu'on m'a expliqué, je suis pas, mettons, le portrait type d'une femme qui a le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'était pas clair pour les médecins que c'était ça. En tout cas, pour les premiers médecins, avant d'être en fertilité. Donc, oui, j'ai fait mes recherches. Pour moi, ça avait tout plein de sens. Et puis, par la suite, je sais que j'ai fait beaucoup de recherches à savoir les examens que j'allais passer. Donc, c'est sûr que chez la femme, c'est plus intrusif. Donc, je trouvais ça... J'étais inquiète, là, sincèrement. Puis, par la suite, tu sais comment ça allait se passer. Mais oui, j'ai regardé beaucoup sur Internet. Mais sûr qu'avec le recul, je me dis que je referais pas ça. Mais c'est comme plus fort que moi. Là. Je pense, j'avais besoin d'avoir réponse à mes questions maintenant. Pour me faire du bien. Mais c'est peut-être pas le meilleur. Mais c'est vrai quand tu parles de ça, parce que quand on a débuté les démarches pour la PMA, j'avais trouvé une femme qui avait nommé son parcours sur Facebook dans une clinique de fertilité, puis je l'avais contactée individuellement, tu sais, pour savoir comment ça s'était passé, si elle était prête à m'en parler, parce que je commençais mon parcours, puis je me sentais perdue là-dedans. Puis comme je t'ai dit tantôt, vu que j'en parlais pas beaucoup, ou peu, donc j'étais un peu toute seule dans mon réseau à vivre ça, même si je savais qu'il y avait d'autres personnes, c'est sûr, dans le Québec, là, mais moi, dans mon entourage, j'étais la seule. Là. Puis cette femme-là, elle m'avait vraiment encouragée, tu sais. Donc, de voir que de l'espoir que ça fonctionne, parce que c'est sûr que la peur de dire puis si ça marche pas. Donc, d'arriver à en faire un deuil ou un abandon total, ça peut faire peur. C'est ça. Fait que j'ai cherché sur Internet des réponses puis des ressources, les deux. Fait que ça peut être à la fois anxiogène, mais ça peut être d'un bel aide, j'entends, que tu as trouvé un support là, qui a pu t'épauler, répondre à certaines de tes questions. Il est vrai que les groupes sur Facebook peuvent être de bons alliés, partager, avoir de l'information, briser un peu d'isolement sur la situation qu'on vit. Alors, tu as reçu, Audrey, le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Oui. La source de l'infertilité, donc, était de ton côté, au niveau de ton système reproducteur. Après cette annonce-là, comment as-tu vécu la relation avec ton corps? Est-ce que ça l'a changé? Est-ce que ça a resté la même relation? C'est une bonne question. Je pense que j'ai eu plusieurs... je pourrais appeler ça des phases, là. C'est sûr que un certain sentiment de culpabilité, vu que d'une façon, c'est moi qui portais la difficulté de concevoir. Mais en même temps, mon conjoint m'a jamais fait sentir que c'était de ma faute. Fait que ça m'a vraiment aidé à pas me sentir coupable. Puis je pense que la résilience rentrait aussi là-dedans dans le couple. Donc si ça fonctionne, on va être heureux. Mais si ça fonctionne pas, ça pourrait être autre chose. Mais oui. Puis tu sais, au niveau des ovaires polykystiques, il y a des facteurs environnementaux. Il y a des choses qui sont pas... de mon ressort. Donc, je pense que de me sentir coupable pour quelque chose que j'ai rien fait en sorte pourquoi que ça m'arrive, ça aurait rien...
changé dans le sens que ça m'aurait pas aidé. Puis maintenant, c'est ça. Mais par exemple, je pourrais dire que le fait d'avoir eu la PMA puis d'avoir eu ma grossesse, mais j'étais encore plus en reconnaissance avec mon corps qu'avant ma grossesse. Wow. Ouais. C'est d'avoir eu la possibilité de porter la vie, donc c'est... Le privilège qu'on a, tu sais, le privilège de femme, justement, de créer, de porter cette vie-là, ça, c'est super émouvant. Ouais, c'est ça. Mais c'est une responsabilité, mais c'est aussi, comme tu dis, un privilège. Est-ce que tu penses que tu as vécu plus de gratitude envers ton corps, envers ce privilège-là de femme, que tu aurais pu avoir ou vivre si tu n'aurais pas traversé les épreuves de la procréation médicalement assistée? Oh mon Dieu, c'est clair, là. Je pense que si j'aurais pris pour acquis ou ça aurait fonctionné rapidement, j'aurais jamais eu cette reconnaissance-là. Du fait que, en tout cas, moi, je pense que c'est tout de même une épreuve, là, passer à travers ce parcours-là. Donc, c'est ça. Tu sais, des fois, moi, je pense que quand on perd quelque chose, puis qu'on le retrouve, qu'on a peut-être la possibilité de perdre, on est encore plus reconnaissante, là. Donc, ouais, tout à fait. Puis moi, je me suis toujours... je me disais, je vais avoir un enfant, un peu comme je disais, c'est sûr que j'ai un problème de fertilité depuis tout le temps. Je me disais, je vais avoir un enfant, puis ça va être une fille. Puis c'est ce que la vie m'a offert. Donc moi, j'étais comblée après, là, avoir notre fille dans nos vies. Donc pour moi, la gratitude s'arrêtait. J'avais pas d'autres demandes à faire, donc j'étais comblée. Est-ce que tu penses que dans ton enseignement, dans la transmission de tes connaissances, c'est quelque chose que tu vas parler à ta fille de cette possibilité-là que ce soit difficile de concevoir un enfant? Ah, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr que d'expliquer que c'est pas nécessairement facile de pouvoir fonder une famille. Puis encore plus que je suis tellement fière de qui elle est, puis ça fait partie de son histoire, donc c'est pas à cacher. Puis je crois que malheureusement, il y a de plus en plus de couples à qui ça va arriver, les problèmes d'infertilité. Donc si mon parcours peut aider ma fille à vivre le sien, si jamais un jour, malheureusement, elle aussi elle a des problèmes de fertilité ou son conjoint, mais c'est sûr que d'en parler, de briser les préjugés, de démystifier c'est quoi, ouais, c'est sûr que oui. Ça va faire partie de cette transmission d'informations puis de sensibilisation que tu vas pouvoir faire avec ta fille. Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai trouvé un livre puis ça parlait de la conception dans un magasin seconde main. Je l'ai acheté puis là dans le livre ça disait c'est avec beaucoup d'amour les parents puis ils sont comme dans un livre. Je suis comme non déjà là ça marche pas. Je voudrais faire un autre livre qui tout à fait. Comment on fait les enfants? C'est pas nécessairement avec deux personnes qui s'aiment, là, tu sais. Des fois, on est beaucoup plus que ça, puis on est dans une salle d'intervention, puis non, en effet. c'est drôle. Ouais, c'est pas la même ambiance, disons. C'est pas la conception qu'on s'était fait d'une grossesse. Ben, en fait, comment qu'on fait les bébés. Ouais, exactement. Non, fait que je pense qu'il faut... Je pense que je vais en parler. Est-ce que la question est déjà arrivée de la part de ta fille? Maman, comment qu'on fait les bébés? Non. C'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé, fait que j'ai pas devancé la réponse, mais tu sais, si je parle avec ce que j'ai vécu dans des mots qu'elle va pouvoir comprendre, donc avec mon cœur, c'est sûr que ça va être transmis puis de la bonne façon, c'est sûr. Puis elle va pouvoir être aussi sensibilisée à ça, même petite, là. T'sais. Tu disais un élément important que j'ai envie de remettre en lumière, c'était justement les signes ou le sentiment que ton corps t'envoyait, des alertes ou des informations que tu aurais aimé avoir des réponses plus rapidement. Écouter son corps, quelle place ça a été pour toi? Concrètement, là, tu sais, quand t'es à l'hôpital, t'es entouré, écouter son corps, c'est difficile parce que c'est tellement mécanique, orchestré, cédulé, c'est vraiment difficile, là, même j'aurais voulu l'écouter, je pense que j'aurais pas... J'aurais pu l'entendre, mais j'aurais pas pu appliquer ce que j'entendais, parce qu'on n'a pas le choix, là. Fait que c'est de remettre ta situation, de remettre ton physique, ton corps à la médecine, à des professionnels. Ouais. Un peu lâcher prise sur soi.
Ouais. j'imagine. Ben, sur soi, la démarche, puis du résultat aussi, là. Tu sais, on met tout ce qu'on peut. De leur côté, les médecins, les infirmières, ils font aussi ce qu'ils peuvent, mais on sait pas le résultat, là, ce qui va devenir. Donc, mais c'est sûr qu'écouter plus mon corps, mettons, avant ça, je pense que j'avais des doutes que j'avais quelque chose, je l'ai écouté, mais j'aurais pu plus insister pour qu'on cherche, en fait, à savoir c'était quoi, là. Ça a été peut-être, moi, j'ai eu l'impression que ça a été banalisé, là. Donc, tu sais, j'avais beau renommer, mais jusqu'à temps que les problèmes de fertilité soient clairement évidents, là. Que ce soit la situation d'Audrey dans son parcours de PMA ou toute autre personne, c'est dommage d'être banalisé dans nos effets, dans nos questionnements même, et qu'on doit un peu pousser la note envers certains professionnels pour être entendu ou qu'il y ait une investigation de plus. Si je comprends bien, c'est que le syndrome des ovaires polykystiques n'a pas été nécessairement traité. Il a été, on va dire, on a passé par-dessus, on a réussi à contrôler des symptômes ou des effets pour que tu aies, dans le fond, une grossesse. Mais le symptôme est encore là. Ouais. Dans le fond, c'est le syndrome. Le syndrome, oui, non, le symptôme. C'est correct. Mais ça l'amène plusieurs symptômes. Oui, c'est ça. Non, effectivement, t'as raison. C'est pas quelque chose qui se guérit, mais qui peut être, dont les effets diminués. Donc, c'est pour ça que c'est un syndrome. Mais de ma connaissance, je suis pas médecin, mais selon ce que je comprends, je vais avoir, tu sais, j'ai eu ça depuis sûrement que j'ai commencé mes menstruations, jeune femme, puis je vais être avec ça peut-être jusqu'à la ménopause, là, donc tu sais, ça l'amène, ça. C'est des répercussions, mais ça ne se guérit pas. Ça peut, il y a des choses qui peuvent diminuer, mettons, si je contrôle mon poids, l'alimentation, mais en tout cas, de ma connaissance, ça peut pas partir. Là. OK. Super intéressant. Si c'est le cas, j'aimerais le savoir. C'est ça! Quelqu'un qui nous écoute, là, faites-nous un signe. Donc, Audrey, on arrive presque à la fin de notre rencontre, de notre discussion. Et j'aimerais te poser 2 questions. Vas-y. Avant de conclure. Alors, la première, qu'aurais-tu aimé qu'on te dise durant ton parcours en procréation médicalement assistée? Que j'aurais aimé qu'on me dise. Mais parce que j'ai la difficulté à répondre à ça parce que j'ai tellement vécu, comme je le disais avant, de façon isolée, puis avec un petit réseau, que c'était difficile, je pense, d'avoir le soutien que j'aurais pu avoir, tu sais. Les gens, mettons qu'ils le savaient, me disaient, tu sais, ça va aller, ça va marcher, c'est tout plein de bonnes intentions. Mais moi, dans ma tête, je me disais, tu le sais pas, t'es fine ou t'es fin, mais tu le sais pas si ça va fonctionner. Fait que peut-être juste de plus d'écoute sans de réponse. Je pense qu'on veut donner des réponses préconfortées, mais dans le cas de l'infertilité, vu qu'on connaît pas les dénouements, juste de l'écoute. Là. Donc, pas nécessairement ce que j'aurais aimé qu'on me dise, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse. Ouais. Super. Oui. Donc, plus d'écoute envers l'autre. Ouais. Ce que je vivais. Donc, tu sais, on veut encourager, mais pour moi, c'était confrontant. Je trouvais ça gentil, mais en même temps, je me disais, c'est confrontant parce que on sait pas ce qui va arriver, là. Oui. En terminant, que souhaites-tu aux personnes qui désirent avoir un enfant, donc qui sont dans un parcours de PMA ou qui s'approchent peut-être d'un parcours en PMA? Ouais, ben je leur souhaite de la douceur. La douceur parce que c'est pas... Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça facile comme parcours. Donc, de prendre soin d'eux individuellement, de leur couple aussi pour passer à travers cette démarche-là. Là. Donc, la douceur. Mais merci beaucoup, Audrey, d'avoir échangé avec nous. Puis on espère que ton témoignage, je suis certaine, va rejoindre d'autres femmes et couples dans leur cheminement et dans leur savoir. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci! Merci à Audrey qui a joint sa voix avec les autres dans ce projet 100% bénévole. La semaine prochaine, on échange les rôles et c'est moi qui passe en entrevue. Et c'est Audrey
qui me pose des questions. On va parler résilience, action collective, communauté, reprise du pouvoir sur sa fertilité et les motivations qui m'ont poussé à créer ce balado. À bientôt! Une réalisation 100% bénévole initiée par La Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.